suis très content d'être chez vous. Je suis très content d'être ici. Je pense que votre magnifique ville, vos magnifiques régions sont le symbole de la France. Et comme je suis le candidat de la France qui veut rester la France, ça me paraissait évident de venir dans une ville comme Bonneval. Nous devons défendre nos paysages, la beauté de nos villes, le sort de nos agriculteurs. Vous savez, la France est la seule langue, le français est la seule langue où le mot pays a la même racine que le mot paysan et le mot paysage. Longtemps, on a considéré que dans ce pays de paysans, d'agriculture, il fallait au contraire moderniser et favoriser les villes. Je pense qu'on est allé trop loin et qu'aujourd'hui on voit les ravages que font et la métropolisation et la banlieusisation et l'abandon de ces fameuses zones périphériques de cette France oubliée. Donc je pense, et c'est un des axes de ma campagne, qu'il faut rééquilibrer, tout en faveur de la France rurale au détriment de la France métropolitaine et de la banlieue. Et par exemple, la première mesure la plus emblématique, c'est que je propose l'inversion des fonds de la politique de la ville vers la politique en faveur des petites villes et de la ruralité. Vous parlez de dotations que l'État donne aux collectivités. Exactement, qui sont à 1 pour 2. À peu près. 1 pour 2, qui est absolument scandaleux. Et je pense qu'il faut désormais favoriser délibérément les zones rurales et les zones de la France périphérique au détriment de la métropole et des banlieues qu'on a excessivement favorisées, à la fois par une fascination pour les métropoles, pour les grandes villes, où tous les flux économiques, dans lesquels tous les flux économiques passent, dans le cadre de la mondialisation, et une fascination, alors là je dirais culturelle, des grands médias, des élites, etc., pour la banlieue. Je pense qu'il nous faut inverser ça de façon radicale. Bonneval est une ville où les gens veulent venir vivre et où c'est l'administration qui bloque quand monsieur le maire veut construire ici ou là pour faire vivre sa commune. C'est absolument inadmissible et on a parlé tranquillement à ce sujet et je lui ai dit que je proposais la création d'un haut commissariat à la simplification des normes administratives parce qu'il est absolument inadmissible que la multiplication des agences d'État, soi-disant déconcentrées, multiplie les normes, multiplie les interdits. Il faut absolument retrouver dans notre fonctionnement administratif le dialogue habituel, le dialogue traditionnel depuis 2 siècles entre le maire et le préfet. Et nous devons prendre toutes ces mesures pour, supprimer des normes, supprimer une administration tentaculaire et en même temps supprimer les agences régionales, c'est-à-dire le démembrement de l'État, par exemple. J'ai proposé, mais ça vous savez déjà, la suppression des ARS, et monsieur le maire me disait, mais on devrait même aller plus loin et supprimer beaucoup d'autres agences qui bloquent la vie locale et l'autonomie des maires et ce dialogue entre le maire et le préfet. Je pense que nous devons redonner le maximum de pouvoir de l'État au préfet et le maximum de pouvoir au maire, parce que notre discussion tout à l'heure portait aussi sur le fait que les maires, la décentralisation a eu un grand paradoxe. C'est-à-dire que la décentralisation s'est faite paradoxalement au détriment des maires. On a créé des espèces de féodaux régionaux, voire départementaux, mais surtout régionaux, et des agences régionales dont je parlais, qui sont des démembrements de l'État. Et en vérité, le maire s'est vu petit à petit subtiliser et arracher des tas de compétences au profit des communautés de communes, etc. etc. Je pense que nous devons redonner le pouvoir de plus de compétences aux maires qui sont au plus près des administrés et en finir avec le lieu commun technocratique de la France à trop de communes, le pays aux 36 000 communes, et alors je pense que nous devons absolument corriger tous ces effets et toutes ces politiques qui sont menées par la droite comme par la gauche. Parce qu'il y a tout simplement une unité technocratique là-dessus. Pour l'instant, j'ai pris la décision de ne parrainer personne. C'est depuis toujours.
Peut-être qu'on a un système qui est mal fait. Je pense qu'on a eu tort de lever l'anonymat. Bien sûr. Déjà. Et après, peut-être voir le système pour le parrainage, mais c'est pas normal. Alors qu'il y a peut-être des candidats qui vont en faire 5% et d'autres qui vont pouvoir se présenter. C'est un scandale démocratique. Alors que, comme il l'a dit, soyons clairs, Madame Hidalgo aura 2000 parrainages alors qu'elle ne fera même pas 5%. Là, il faut faire quelque chose. Manifestement, on voit désormais la perversité, je pèse mes mots, la perversité de la réforme voulue par François Hollande, et je dis bien encore voulue. Il a fait exprès pour empêcher justement des candidatures comme la mienne ou d'autres, pour privilégier les partis installés. Il a ainsi dévoyé l'esprit de la Ve République. Le général de Gaulle a justement fait l'élection du président au suffrage universel pour arracher le rôle le plus important de la République aux partis politiques. Monsieur Hollande est l'anti-de Gaulle. Et il a tout fait pour justement remettre le pouvoir aux partis politiques qui ne représentent plus rien en plus. On le voit dans les sondages. Donc là, il y a tout simplement un problème démocratique qu'il faut poser. Et pourquoi pas avoir choisi l'Eure-et-Loir et Bonneval. Est-ce que vous connaissez M. Billard? Je vais aller ailleurs, vous savez, mais pour l'instant je vais à Bonneval. La ville est magnifique, la région, la Beauce est très intéressante sur le plan agricole, mais pas seulement. C'était le fleuron de l'agriculture française. On disait les paysans de la Beauce, c'est les plus riches, c'est ceux qui exportent, c'est le grenier à blé de la France et de l'Europe. Et on voit combien ça se dégrade. On voit combien aujourd'hui nous étions le premier exportateur d'Europe, nous ne sommes plus que le troisième. Nous étions la troisième puissance agricole du monde, nous ne sommes plus que la sixième. Aujourd'hui, notre balance commerciale agricole est en déficit. C'est un scandale, c'est inouï. Inouï pour la France. Les Allemands achètent les produits agricoles français et les Français achètent les automobiles allemandes. C'était ça la base de l'accord en 1958 entre De Gaulle et Adenauer. Vous voyez où on en est. Et donc c'est un symbole d'abord de la beauté, parce que moi je suis très sensible à la beauté des villes françaises, des petites villes françaises, des paysages. Donc ça, je suis là pour ça. Et deuxièmement, pour aussi montrer qu'il y a un problème majeur qui est en train de miner le cœur de notre puissance agricole et de notre puissance tout court. Ça fait trop longtemps que je suis élu et je crains rien du tout. Rien du tout. Je suis un indépendant. J'ai toujours été. Moi, ce qui m'intéressait dans l'avenue d'Éric Zemmour, c'était un thème qui m'est cher, c'est la ruralité et surtout la vie des communes. En fin de compte, c'est ça. Éric Zemmour l'a dit au départ. La commune est une structure importante, nécessaire pour notre pays, ça me paraît évident. Ceux qui disent qu'on a trop de communes, moi je leur réponds que quand il y a 36 000 communes, il a 500 000 bénévoles qui travaillent gratuitement sur le territoire tous les jours à n'importe quelle heure. Moi, ce qui m'intéresse dans la commune, c'est le devenir de ces communes. Et honnêtement, ça a été évoqué, on l'a évoqué ensemble, on rencontre quand même quelques difficultés qui sont dues à l'administration française. Multicoute l'administration française. Autant, ça a été dit par le candidat, autant la relation avec les préfectures, les sous-préfectures se passe à merveille, même si on n'est pas d'accord, ça arrive, mais au moins le préfet est le représentant de l'État. Alors qu'on a des blocages sans arrêt de tous ces petits parasites à côté de sociétés qui sont, pas sociétés, mais des structures qui sont autour, donc on a parlé des agences, mais même d'autres structures. Et je voudrais donner deux exemples, si je peux me permettre. Je vous en prie. Le premier, au titre de l'artificification des sols, on a tendance à dire aux communes rurales, messieurs et mesdames les maires, vous ne pouvez plus construire ou peu construire. La conséquence est claire. Dans une commune, si on ne construit pas, la population baisse. La population vieillit. On ferme les écoles. Quand on change trop, ça pose encore plus de problèmes, on multiplie les problèmes. Donc c'est ça, je vous avoue, qui me retient de proposer une réforme plus ample. Mais il n'empêche pas qu'on peut proposer des petites améliorations. Par exemple, je discute avec monsieur le maire, je suis pour la restauration du couple député-maire ou sénateur-maire, du retour du cumul des mandats, évidemment plafonné à 2, mais si vous voulez, le non-cumul, là encore une mesure démagogique du mandat Hollande, a montré que nous avions des députés hors sol et que nous aurions bientôt des sénateurs, en principe représentant
des communes où il n'y aura plus de maire. Ça sera vraiment quelque chose de grotesque. Donc je pense qu'il faut rétablir ce cumul d'appareils. C'est évident que le système a bien compris que j'étais le candidat qui gênait. Donc évidemment tout va être fait pour m'écarter. Je gêne plutôt Madame Pécresse, mais bon, puisqu'elle essaye désespérément de me copier sans me copier, tout en me copiant. Moi j'avais pas l'impression, mais après tout, tout est possible, hein, tout est dans la nature. Mais moi je pense que la campagne ne va pas être plus difficile qu'avant. Allez, simplement on rentre dans le dur, on rentre dans les derniers mois, on rentre dans l'affrontement général des candidats et surtout des projets. Et surtout, si vous voulez, moi je continue à dire que je suis le candidat qui veut que la France reste la France. Je suis le candidat de l'identité de la France. Je défends l'identité de la France contre le grand remplacement, contre le grand déclassement. C'est ma spécificité et c'est mon axe de campagne. Je n'en démordrai pas. Je vois que d'autres essayent de nous attirer vers le Covid ou d'autres sujets. Moi, je parle de la France aux Français et de son destin pour les années, les décennies à venir. D'abord, je ne cherche pas à me déradicaliser comme si j'étais radicalisé, comme ça c'est le langage médiatique et de mes adversaires. Moi, j'estime que je parle du destin de la France, donc il n'y a rien de radical là-dedans, ou alors je vais à la racine des choses, oui, mais c'est tout, il n'y a rien d'extrémiste. Maintenant, si je parle d'immigration, vous dites je ne parle que d'immigration. Si je ne parle pas d'immigration, vous dites ah, il renonce à l'immigration, donc il veut se déradicaliser. Il faudrait savoir. J'assume qu'il y a une priorité majeure qui est l'identité de la France, qui est mise en danger par l'immigration d'aujourd'hui. Ça oui, je le maintiens. Ça, je ne renoncerai jamais à ça. Vous voyez, sinon, la légitimité de ma candidature repose là-dessus, et c'est pour ça que je suis candidat. Voilà. Sinon, je vous l'ai dit 1000 fois, je ne suis pas un professionnel de la politique, ni un professionnel de la candidature. Donc, je viens me présenter pour cela. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vois pas les autres sujets. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse qu'à cela. Ça ne veut pas dire qu'il y a une priorité, il y a une hiérarchie, mais il y a d'autres thèmes qui sont très importants, qui sont peut-être seconds par rapport au premier, mais qui ne sont pas secondaires, loin de là. Et en l'occurrence, la ruralité. La ruralité, je l'ai dit au début de mon intervention, c'est la France. Donc évidemment qu'il faut défendre la France telle qu'elle est, telle qu'elle fut et telle qu'elle doit rester et se prolonger. Mais tout ça n'est pas incompatible. En 1974, François Mitterrand est le candidat unique de la gauche. Il perd. En 1981, il est le candidat parmi d'autres. Il y a 5 candidats de la gauche, il gagne. En 1995, Jacques Chirac, il y a 4 ou 5 candidats de la droite. Et c'est Jacques Chirac qui gagne. Donc, il n'y a absolument, parce que c'est faux tout cela. Alors évidemment, c'est plus confortable, ça c'est comme en économie, c'est plus confortable d'être en situation de monopole. Je suis désolé d'avoir brisé une situation de monopole. Mais si j'en crois Schumpeter, c'est la destruction créatrice.
y a évidemment d'abord un problème de nombre. Ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire que l'agriculture se réduit comme roue de chagrin, à la fois par ces territoires, je crois que c'est un département tous les 5 ans, une terre qui disparaît, c'est colossal, et par les hommes. Vous avez dit 17% pour l'Eure-et-Loire, moi j'avais, vous voyez dans mes fiches, j'avais 15% pour la France sur les hivernales. Comment ? Il reste 400 000, oui. Il reste 400 000 et on a perdu 15% sur tout le territoire. Donc vous voyez, c'est à peu près la moyenne de l'Eure-et-Loire, c'est la même chose. Donc effectivement, il faut essayer encore une fois, de contrebalancer cette évolution. Encore une fois, c'est une évolution qui vient de très loin. En vérité, on s'est dit, les agriculteurs, c'est le monde d'avant et c'est le monde qui doit disparaître. Et c'est une histoire qui date des années 60-70 et l'industrialisation entre guillemets de l'agriculture a favorisé cette réduction de population. Donc il faut effectivement, vous avez tout à fait raison, contenir tous ces effets délétères. Alors, moi j'avais évidemment des mesures. D'abord, comme vous l'avez très bien dit, il faut absolument restaurer l'idée de revenu, donc de dignité de revenu. Il faut arrêter de considérer que les agriculteurs sont des chasseurs de primes, comme on disait dans les westerns. Ce ne sont pas des chasseurs de primes. Ils doivent pouvoir travailler dignement de leur revenu. Il y a toute une politique à changer là-dessus. Deuxièmement, vous avez tout à fait raison, vous êtes la profession qui, paradoxalement, vous êtes passé de l'archaïsme qu'on vous reprochait à l'hypermodernité, jusqu'à la démesure. Vous êtes, comme vous l'avez dit, sur tout votre revenu est joué en bourse, si j'ose dire. C'est complètement délirant quand on sait que la PAC a justement été inventée pour stabiliser les revenus des agriculteurs et les faire échapper à le climat, les changements climatiques, les malheurs des temps. Maintenant, on les a mis entre les mains des boursicoteurs. En plus, on vous a mis entre les mains des malades du libre-échange. Je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez bien l'esprit qui règne à Bruxelles. C'était Nicolas Sarkozy qui racontait, un ami de Nicolas Sarkozy pour être exact, pendant les négociations commerciales, Sarkozy essayait de défendre l'agriculture française. Et il y avait le président de la Commission européenne, à l'époque Barroso, le portugais, qui lui dit « Bon écoute Nicolas, ça suffit, tu ne vas pas sacrifier l'industrie allemande pour quelques poulets. » Cette formule m'a toujours frappé, parce que c'est ça la mentalité qui règne. Évidemment que comme l'industrie allemande, et en particulier l'industrie automobile allemande, est l'industrie la plus puissante de l'Europe, et que en vérité tous les pays européens sont une espèce d'agglutinés sur cette industrie tellement puissante, on sacrifie tout le reste. L'important c'est de défendre les intérêts de l'industrie allemande. Et donc on va signer des accords de libre-échange, donc à tout va, avec des pays qui nous concurrencent sur le plan agricole et qui ne respectent aucune contrainte. Donc moi je vais proposer d'abord qu'on suspende les derniers accords de libre-échange et deuxièmement on n'importe plus des produits qu'on n'a pas le droit de produire en France. Si on a des normes en France, eh ben, très bien, ils ne veulent pas les respecter leurs normes, ils ont le droit, mais au moins nous on n'importe plus ces produits-là. Et deuxième chose, et là c'est plus l'administration française qui est comme d'habitude dans le syndrome du bon élève, vous savez, vous connaissez ça mieux que moi, l'administration française surtranspose les normes. On me racontait une anecdote avant que je n'arrive, pour la Commission, pour le droit européen, il y a une règle qui fait que les élevages de cochons sont susceptibles de subir des normes environnementales au-delà de 2000 cochons. Eh bien, l'administration française a dit que pour les Français, c'était 450. Ben, voyons, quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Donc les producteurs français entre 450 et 2000, eh ben, ils ont des normes que les Allemands et que les Hollandais ne s'imposent pas du tout. Et après, on s'étonne qu'on soit devenu du premier exportateur de produits agricoles européens, le troisième. Et on s'étonne qu'on soit devenu du troisième. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on était le deuxième avec les États-Unis exportateurs de produits agricoles du monde. On est très fiers de ça, je me souviens très très bien. On soit devenu le sixième. On va s'étonner. Et on s'étonne qu'ensuite, il y a aujourd'hui, mais vous savez ça aussi de moi, 50% des fruits et légumes
et du poulet consommé en France qui est acheté à l'étranger. On marche sur la tête. Donc si vous voulez, là, il y a vraiment toute une organisation à revoir. Et revoir aussi à l'intérieur de la France avec les grandes surfaces. Vous avez un problème, franchement, entre nous, ils ont des méthodes de voyous. On ne peut pas dire autre chose. C'est vraiment des méthodes incroyables, de films mafieux comme on en voyait dans les années 50. Donc qu'est-ce qu'il faut faire d'après moi? Il y a deux choses. J'ai dit une première chose, on arrête, on suspend toute création de grandes surfaces à l'entrée des villes. Et deuxième mesure, vous savez qu'ils se sont réunis en centrale d'achat. Il n'y a que 4 centrales d'achat. Donc évidemment, ils ont une puissance de feu extraordinaire. Donc on va se servir des lois sur la concurrence pour casser ces centrales d'achat et les obliger à venir individuellement. Déjà, pour un peu les affaiblir. Je pense que là, il y a quand même moyen de retrouver un espèce de rapport de force plus équilibré. Parce que ce n'est pas possible de vendre aussi bas et de se faire imposer des prix aussi bas. Donc vous voyez, il y a un ensemble de mesures, on pourrait encore les développer, mais peut-être que les autres voudraient poser des questions, donc je ne parle pas. Mais voilà, j'ai essayé moi de ne pas faire trop long et de faire mon petit Voltaire. Voilà, à vous, si vous avez évidemment des questions. En complément, je serais ravi de répondre aux questions. Allez-y, monsieur. Suite aux importations que vous évoquiez tout à l'heure, comment vous voulez, si vous êtes président, détricoter tout ce que Emmanuel Macron en ce moment est en train d'instaurer avec l'Union européenne sur la prochaine PAC, en instituant des ZNT de plus en plus larges, en mettant 20% de la production nationale en moins, et ça va être au bénéfice de l'Ukraine, je pense. Et déjà, on est à la merci du gaz, de l'Ukraine, déjà je dis à écouter, quand ils vont avoir l'impact de l'alimentation sur l'Europe, on peut dire ce qu'on veut, une fois qu'il aura fermé les verrous. Alors, comment, au bénéfice de l'écologie, on va dire, on est sacrifié sur l'autel de l'écologie. Et du libre-échange. Ce qui est complètement paradoxal d'ailleurs. Bah, voilà. Ils ne se rendent même pas compte que c'est paradoxal. Bah, oui, c'est paradoxal parce que là, je dirais, même si on fait l'économie de 20%, on va dire, l'environnement va moins polluer, mais cette carbone-là va être déplacée ailleurs. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est la même chose pour l'industrie, vous savez. On se gargarise d'avoir une empreinte carbone faible, mais en vérité, ce n'est que le produit de la désindustrialisation. C'est parce que l'empreinte carbone, elle est ailleurs, des produits qu'on importe. Là, ça va être la même chose. Sans compter la méthanisation des ZNT, des pollueurs, des absolument. Il y a deux façons de résister. La première, c'est que, devenant président, vous pouvez dire « je bloque » l'application de ces accords de libre-échange. Ça va être bon. Mais bien sûr, il dit je bloque. Après, vous dites, moi, je ne suis pas d'accord avec la négociation de la PAC. Vous pouvez toujours renégocier, si ce n'est pas fini. Vous avez vu, par exemple, je vous donne un exemple. C'est très intéressant d'ailleurs parce que de l'influence de la campagne présidentielle. Emmanuel Macron, pendant 4 ans, n'a absolument pas soutenu le nucléaire. Et puis là, maintenant, il se réveille un grand partisan du nucléaire. Et bien, il a obtenu, alors qu'il laissait filer jusqu'à présent, que le nucléaire soit dans l'accord, vous savez, de ce qu'ils appellent la taxonomie. Là, ils ont toujours un jargon, là, ils ont pensé à la conférence. C'est pas grave. Enfin, pour permettre que le nucléaire reçoive de l'argent européen. Vous voyez, il s'est battu, parce qu'il y a les élections dans 6 mois. Et on peut faire pareil pour les agriculteurs. On peut se battre et dire, moi, c'est pas négociable cette chose. Deuxièmement, on peut prendre des mesures nationales. C'est-à-dire, par exemple, et je n'en ai pas parlé tout à l'heure, on peut dire, on peut vouloir privilégier ce qu'on appelle les circuits. Et dire, par exemple, que les cantines scolaires doivent absolument acheter des produits des alentours, ou en tout cas des produits français. On peut aussi faire, vous savez, sur le modèle du Nutri-Score, je ne sais pas si sans doute il y a des gens qui connaissent ici, on met des différentes couleurs pour voir si c'est plus ou moins gras, etc. Ben, moi j'ai proposé le Patri-Score, c'est-à-dire pour l'industrie aussi d'ailleurs, mais aussi pour évidemment l'agriculture, des produits plus ou moins entre guillemets français. Et on indique aux consommateurs, voilà, ça c'est français, et je suis sûr que les consommateurs vont favoriser ces produits-là. Donc vous voyez, il y a deux niveaux d'action. Il y a l'action au niveau de l'Europe en disant, moi je ne suis pas d'accord, je bloque. Sans la France, vous ne pouvez rien faire de toute façon. Donc je bloque, je ne suis pas d'accord, je n'adopte pas cet accord de libre-échange, je n'adopte pas ce...
je ferai ça pour d'autres sujets. Hein. Je ferai ça évidemment pour l'immigration, je ferai ça aussi pour l'industrie. Vous voyez, donc voilà, on défend les intérêts de la France et on arrête de se considérer comme le meilleur élève de l'Europe, ce que je disais tout à l'heure pour les surtranspositions. Et par ailleurs, on prend des mesures nationales, je vous ai dit, le Patri-Sport, la restauration collective, etc. Je pense qu'il faut travailler sur ces deux axes. M. Zemmour, il est important de rappeler à certains nantis des grandes villes que la fonction première de l'agriculture est de nourrir le monde. Comment occulter que chaque minute 11 personnes meurent de faim dans le monde avec un enfant toutes les 8 secondes. C'est pas moi qui le dis, c'est les sources de l'Oxfam, qui est une organisation internationale de développement. Hier, nous voyons dans les médias une dame que je n'aime pas particulièrement, mais de couleur de peau, un peu courte de taille, là, devant un élevage bovin, nous dire que les 99 Français sur 10 mangeaient bio et qu'il fallait qu'on passe tous en culture bio. Voilà. Donc, je crois que... ça me paraît beaucoup. Oui, ça me paraît beaucoup, mais j'ai vu surtout... C'est l'effet de la... Bah oui, la grandiloquence habituelle de cette si elle va y aller ou si elle ne va pas y aller, donc voilà. Ça doit lui tourner un petit peu la tête. Ouais. Voilà. Je voulais rajouter par ce qu'a dit le collègue tout à l'heure, nous sommes dans une profession beaucoup trop administrée, contrôlée et sanctionnée financièrement. Personnellement, ma comptable qui nettoie tantôt et qui a un contrôle des DT chez elle, un vendredi après-midi, c'est un petit peu, mais elle habite pas loin de Chartres, donc les fonctionnaires rentreront pas trop tard dans leur foyer. Ce matin, elle n'était pas très fière, agricultrice, mère de 2 enfants, à 55 ans, elle travaille, voilà, chez la comptable. Les aides PAC ne remplissent plus leur mission tellement elles ont été rabotées et redistribuées à d'autres secteurs. Je ne vais pas me battre avec les collègues, il faut tous, les collègues bio, il faut tous qu'on vive à la fin de l'année, qu'on boucle nos comptes d'exploitation, mais quand même, peu de gens le savent, mais nous avons eu la chance d'apercevoir un dossier d'une exploitation de l'Eure-et-Loire où ce n'est pas 200 € de l'hectare de DPB qui touche, c'est 740 € de l'hectare. Donc la betterave aujourd'hui elle est payée 28, 29 € la tonne et nous sera payée, et en bio c'est 80 €. Donc on doit vivre du fruit de son travail comme c'était dit, mais pas forcément des aides. Ces aides là elles sont arrivées à ce niveau parce qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, et ça c'est loin d'être dans notre culture en Eure-et-Loire, mais on est obligé de le faire. Dans la nouvelle PAC, il y a un gros inconvénient qui va encore être, c'est pour une politique qui va être gourmande en fonctionnaires, puisque les aides vont transiter par les régions, par nos régions. Il va falloir, on n'a pas assez de fonctionnaires en France, il va falloir évidemment recréer des services, parce que sachez bien qu'on aura beaucoup de mal à déménager des fonctionnaires qui travaillent à 15 places de la République à Chartres et de les envoyer à Orléans, là-bas à la source, à l'ASP. Voilà. Donc on va encore recréer un service qui seront payés, financés sur nos 9 milliards de budget agricole. C'est assez sidérant parce que la PAC, c'est le mélange de boursicotage et de sur-administration. C'est quand même un paradoxe assez extraordinaire que nos grands Européens ne contemplent jamais comme tel. Ce mélange de bureaucratie et de presque de start-up nation, comme dirait quelqu'un qu'on connaît. C'est très étonnant parce qu'ils ne voient pas, eux, le problème. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils pensent de nous, comment ils nous appliquent des sanctions financières. Ça a été le cas l'année dernière en Eure-et-Loire avec un agriculteur qui n'avait pas pu implanter ses SIE, où il a eu sur son exploitation de 130 hectares, donc pas loin de la surface moyenne en scope, il a eu 7 000 € d'amende parce qu'il n'avait pas pu implanter, il faisait trop sec, etc. Et comme c'était dit tout à l'heure, on doit maintenant faire des choses à telle date administrative, et lorsque l'on tente d'obtenir une dérogation, le temps qu'elle passe par Bruxelles et que Vladimir Poutine la griffe, et bien quand elle revient en Eure-et-Loire, il est trop tard, elle nous casse le 15 septembre, et puis il est trop tard pour implanter nos SIE ou nos CIPAN. Et s'il y a un contrôleur qui vient avec un contrôle sauvage, comme ça s'est passé sur la commune de Pierre, au-dessus de Maintenon, j'ai aperçu moi, le contrôleur, parce que j'étais dans ce point-là, et que après le gars il prend 7 000 €,
Heureusement, il a réussi à faire, il a eu des petits soucis dans sa vie, ce gars-là, il a réussi à refaire sa vie. Et là, il y a des moments, il n'a pas de lait, il ne produit pas de lait, mais c'était pas loin du geste de la dernière minute. Oui, parce que voilà, pour ça. les statistiques sont terribles pour ça. Et Il y a un seul agriculteur qui se suicide. Et on s'est aperçu, on a fait un peu de notre enquête policière avec notre syndicat, que c'était un mail qui n'avait pas été envoyé de la DDT, donc de l'administration chartraine, à l'administration orléanaise. Et heureusement qu'il y a eu ce vice de forme, parce que la prune a sauté, sinon elle était maintenue. Non, mais c'est sûr qu'il faut reconsidérer. Je vous interromps parce que sinon les autres ne pourront pas parler, mais vous avez tout à fait raison. Après, je voulais vous parler rapidement de nitrate et vous remettre un tract, parce que sur la teneur en nitrate de nos eaux de captage ou autres, on flirte, enfin on surfe sur un mensonge technique depuis les années 40 aux États-Unis. Il y a eu un problème de maladie bleue du nourrisson, et en fait il s'avère quand même que les ions nitrates contenus dans l'eau et les ions nitrates contenus dans les légumes sont exactement les mêmes. Et si ce midi vous avez fait un repas diététique, M. Zemmour, je n'en doute pas, vous avez absorbé 4 à 500 mg de nitrate dans votre bol alimentaire, et pourquoi boire de l'eau à moins de 50 mg alors que ce sont les mêmes ions. Et pour le coup, vous m'apprenez quelque chose. Pour le coup, il y a la contenance des sachets de roquette. Non, mais je vous crois, vous inquiétez pas. Et pour finir, un petit pot bébé que l'on leur donne à 6 mois, contient quand même 60 mg, 65 mg de nitrate dans un petit pot comme ça de carottes ou de pinards. Quand on les éveille, l'organisme assimile les nitrates, et on met quand même ça à un bébé, quoi. Donc pourquoi nous s'obliger à faire des frais colossaux alors qu'il y a 78% dans l'air de nitrate dans l'air? Non, mais je pense qu'il faut laisser les autres parce que. Peut-être qu'il y a des questions. Allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur Zemmour. Donc, vous avez prononcé le mot tout à l'heure malade du libre-échange. Alors, moi, je pense que la majeure partie des problèmes agricoles vient de là, de la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, sans contrôle du politique. Le GATT 1947, comme vous le savez, le 24 mars 1948, 53 pays s'étaient réunis à La Havane, les mêmes alignés, pour essayer de proposer un modèle moins libéral. Ça n'a pas abouti, le Sénat américain était à côté d'affaire, sur tout ça. Par contre, il y a des gens qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Par exemple, vous prenez le modèle suisse, vous prenez le Canada, le père du Premier ministre actuel, M. Trudeau, a mis en place dans les années 70 la politique de l'offre. La politique de l'offre, il ne ferme pas les frontières, mais il gère les importations et les exportations. Il gère dans les deux sens. Et il a protégé ses paysans grâce à la gestion du. Vous pouvez aller voir sur Internet. Les Japonais aussi. Les Japonais aussi. Très bien protégés leurs agriculteurs. Israël aussi. Israël aussi, mais surtout les Japonais, de façon remarquable, alors qu'ils sont impliqués dans le commerce international et qu'ils sont des grands exportateurs. Voilà. Ils ont très bien réussi ça. Tout à fait. Le problème, nous, c'est que nous avons donné la compétence de négociation commerciale à la Commission de Bruxelles. Et ce que je disais tout à l'heure à monsieur, c'est que la Commission de Bruxelles, elle, d'abord a une idéologie du libre-échange, mais en fait, surtout, elle a une hiérarchie, tout simplement. Et sa hiérarchie, c'est de protéger l'industrie allemande, qui est le cœur de la puissance industrielle de l'Europe, puisque, à part l'Italie du Nord, tous les autres pays ont renoncé, et en particulier la France, à avoir une industrie compétitive et puissante et qui rivalise avec cette industrie allemande. Et donc à partir de là, entre le dogme du libre-échange et du libéralisme qui les anime depuis 30 ans et les intérêts qu'on peut comprendre rationnellement et intellectuellement de dire bah voilà, il faut protéger cette industrie allemande puisque c'est la seule industrie qui tienne la route aujourd'hui face aux Chinois et compagnie. Évidemment, les Français là-dedans, ils sont complètement sacrifiés. Et comme ils ne veulent jamais s'opposer aux Allemands, au nom du mythique couple franco-allemand, évidemment, vous voyez, les agriculteurs français sont passés à la trappe. Donc il faut absolument rétablir un rapport de force au sein
de leur prix. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Parce que reprendre notre compétence commerciale, moi j'en rêve, mais là ça demande encore plus de rupture, etc. Donc, vous voyez, c'est par étapes. Les Allemands gagnent sur tous les tableaux avec la politique dollar. Absolument. Avec l'euro qui est surévalué pour nous les Français. Et sous-évalué pour eux. D'ailleurs, vous savez, comme tous, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a les soldes de Target 2. Donc le déséquilibre de la balance des paiements, parce qu'un euro allemand n'est pas égal à un euro italien. Quand ils vendent des voitures en Allemagne, ils réimpriment des euros, c'est inscrit à la Banque Centrale Européenne. C'est Vincent Brousseau qui a expliqué ça. Les soldes de Target 2. J'ai reçu François Asselineau chez moi, il m'a expliqué tous les détails économiques des soldes de Target 2. Vous êtes plus savant que moi. Et donc les Italiens doivent 2 milliards d'euros aux Allemands. Parce qu'en fait, ils réimpriment des euros. Vous ne le saviez pas. Non. Et donc, je continue. Ce qui est très important, que je voulais dire, ça fait pas le coup aujourd'hui, c'est qu'avec la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, si vous voulez, vous avez parlé des centrales d'achat, c'est fait. Mais nous, dans les exploitations, quand on vend des canards, des poulets, du lait, des vaches, on a affaire à l'agroalimentaire, et qui est en cogestion avec le syndicat. Vous voyez ? Donc, il y a 2 acheteurs en Europe sur le marché du veau. Il y en a 1 ou 2 qui font le prix du cochon. Il y en a 2 en lait, Lactalis, Sodia. Il y en a 1 en volaille, LDC, et leader européen. J'ai installé, il était M. François Fillon. C'est là que c'est démarré, LDC. Et donc, si vous voulez, dans les fermes, on a des contrats léonins. Parce que l'agroalimentaire, il maîtrise la facturation, la gestion des volumes, la mise en place des animaux, la gestion des importations et la gestion des exportations. En fait, vous êtes pris entre la peste de l'agroalimentaire et le choléra des grandes surfaces. Et si vous protestez, je vais vous donner des noms, vos bâtiments vont rester vides. Parce que le rapport de force, vous prenez la force. Ah ouais. Moi, je peux vous trouver des gens qui ont 7000 m² de bâtiments vides. Ils ont voulu demander des comptes à la coopérative, ils ont pris de la force. Et après, derrière, comme vous l'avez dit, l'agroalimentaire se bat avec la grande distribution. Voilà. Mais nous, là-dedans, on est inexistant. Eh oui. Donc, si vous voulez, si on ne revenait pas à un coût de production des parts fermes et sortir de ces petits échanges, quand j'entends Mme Pécresse qui dit qu'il faut être compétitif, elle n'a pas dû comprendre que sur cette planète, il y a des gens qui sont rémunérés par le produit intérieur brut territorialisé. Et il y a des gens qui sont mis en compétition par le produit mondialisé. Mais c'est pour le ça que produit intérieur brut mondialisé. C'est-à-dire qu'un Français ne peut pas produire au prix d'un Indien. Quand même, Mme Pécresse, son revenu, il n'est pas basé sur un attaché parlementaire au Kazakhstan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous avez... peut-être qu'elle le fait, peut-être. Et après, pour avoir rencontré des ministres et des élus avant vous, on m'a répondu, M. Barnier m'avait répondu que l'agriculture était une monnaie d'échange, mais il m'a dit tu n'as pas le choix, parce qu'il m'a dit demain, à la table des négociations, il y aura un Chinois, un Indien, un Américain, un Brésilien, mais il n'y aura pas de Luxembourgeois, il n'y aura pas d'Italien, il n'y aura pas de Belge. Donc il faut qu'on soit européen. Si tu es contre l'Europe, tu vas dégager, il m'avait expliqué. Je vous bien le revoir. C'est exactement... T'es ministre à l'époque. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est exactement ce que je vous ai dit. Les agriculteurs français sont sacrifiés à l'industrie allemande en disant de toute façon, c'est comme ça, c'est le prix à payer. Donc je pense qu'effectivement, nous devons rétablir ce rapport de force qui a allé jusqu'à la rupture. Nous devons dire, bah non, ça ne marche plus comme ça. Alors Bruno Le Maire m'avait dit que c'était pas possible. Bah oui, je sais, mais parce que ils vous disent que c'est pas possible parce qu'ils ne veulent pas que ce soit possible. Vous comprenez ? Ils ne veulent pas parce que dans leur tête, il faut que ça soit comme ça. Tant pis, les agriculteurs français doivent être sacrifiés à cette grande marche, une espèce de, vous voyez, de vision, comment on peut dire, messianique. Donc 834 € de revenu moyen sur la ferme France et plus de 200 000 € d'endettement sur l'ensemble de l'agriculture. Bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour monsieur. Je suis agriculteur mais à Blancuy, local. Moi j'ai une question à vous poser sur l'image de l'agriculture, ce que vous pensez. Moi je suis très fier d'être agriculteur, parce que je pense qu'on fait un métier très noble, on l'oublie, on nourrit les gens, on nourrit la planète. Voilà. Par contre, ce qui me chagrine, moi je suis installé depuis peu de temps, c'est le désamour de l'agriculture, de la population, des journalistes,
Moi, je traitais hier le long de la route d'Orléans. On nous fait des grands bras d'honneur, on est des assassins, des pollueurs. Voilà. Donc moi, première question, je voudrais savoir ce que vous pensez de nous. C'est vraiment une bonne question. J'aime ce genre de question. La réponse est simple. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour faire les choses dans l'information. On est là pour faire les choses dans l'information. Donc qu'est-ce que vous pensez de nous et surtout, qu'est-ce que vous pensez des journalistes qui n'ont pas forcément trop à la bonne et qui gouvernent l'opinion publique? Qui gouverne l'opinion publique. Ah. Vous avez bienvenue au club. Je vous expliquerai. Voilà, je vous expliquerai comment on vit ça depuis des années. On est frères d'armes dans cette histoire. On est détesté par les mêmes, on est vilipendé par les mêmes. Moi aussi, j'ai les verts sur le dos, j'ai les journalistes. Voilà, j'ai tout ça. Donc on est mis dans le même sac. Vous et moi. C'est déjà ça, donc ça rapproche. Voilà, ça nous crée des liens. Moi, je vais vous dire, vous savez, je ne vais pas m'inventer une aura de paysans, etc. Moi, en plus, je viens plutôt d'une famille de petits artisans. Mon grand-père était cordonnier. Vous voyez, c'était pas des paysans, c'était plutôt des très petits artisans dans le fin fond de l'Algérie. En revanche, j'ai une vision au départ, je dirais littéraire de la paysannerie. Pour moi, c'est dans les lions. Alors, j'ai lu les livres, vous voyez, donc c'est comme ça que j'ai aimé la paysannerie. Puis esthétique. Vous allez rire, hein, mais moi, j'aime d'abord les paysages qu'ont façonné les paysans français. Parce que on dit la nature, mais on oublie toujours que la nature, ça n'existe pas, c'est façonné par l'homme, c'est évidemment. Et je trouve à chaque fois, et ça me faisait toujours la même chose quand j'allais à l'étranger, je revenais et je suis amoureux des paysages français. Vous voyez, c'est-à-dire que j'aime les constructions, comment les paysans français au fil des siècles ont façonné les paysages français. Vous voyez, c'est purement esthétique au départ. Et bon, alors après, évidemment, je m'intéresse à voilà, les accords de libre-échange, comment on nourrit un peuple, comment, etc. Mais d'abord, alors, dernier élément d'entrée dans ma tête, si vous voulez, c'est l'histoire. C'est-à-dire que pendant des siècles, les paysans français ont nourri les Français, ont permis à la France d'être le pays le plus peuplé d'Europe. Vous savez, au XVIIIe siècle, on disait la France, c'est la Chine de l'Europe. Et donc, d'être le plus puissant, militairement. Napoléon disait « Dieu aime les gros bataillons ». Donc, vous voyez, il y a un lien direct, pour moi, entre la puissance magnifique du paysan français qui nourrit le peuple, qui lui permet de se reproduire, qui lui permet de se développer, et donc d'être dominant en Europe. Je pense d'ailleurs, je pense que mon ami Jean-Frédéric va me dire que je suis un peu parano, mais je pense qu'il y a un lien entre l'affaiblissement volontaire de l'agriculture française par certains pays et, t'es d'accord avec moi, et ce mythe, qui n'est pas un mythe, hein, vous comprenez, quand je dis un mythe, ça veut dire justement une réalité historique, de la puissance française par la paysannerie et par le travail de la paysannerie. Je pense que tout ça n'est pas un hasard. Voilà. Donc voilà comment au départ j'aime et comment je rentre dans ce monde agricole et de la paysannerie française. C'est tous mes éléments d'entrée. Et maintenant, c'est pour ça, et vous comprenez mieux maintenant, que pourquoi je suis vraiment décidé à défendre l'agriculture française, exactement comme, pour moi, mon modèle, c'est ce qu'a fait le général de Gaulle en 1965. J'ai lu, je ne sais pas si vous avez lu des pages et des pages de discussion avec Perfit, comment il explique pourquoi il défend l'agriculture française, pourquoi en fait il est resté dans l'Europe, parce qu'il a négocié avec Adenauer, l'Allemand, en lui disant « Très bien, on achète vos voitures allemandes, mais vous achetez nos produits agricoles français », et comment en 1965 ils essaient justement de lui faire déjà un premier tour d'entourloupe, et comment il dit « Niet », et comment il dit « Moi, j'y vais pas », politique de la chaise vide. Voilà.
Je pense que là, il y a vraiment un modèle à avoir. Voilà comment vous voyez comment je vois cette agriculture française et comment, alors pour vous répondre sur l'image de l'agriculture, en fait, je pense que vous êtes victime d'une double détestation. Une détestation des modernes qui disent, en gros, ils incarnent le passé, les plombs, entre guillemets. Et puis, mais vous voyez ce que je veux dire, évidemment. Et voilà. Et les Verts qui disent, ah c'est affreux, ce sont des affreux modernes. Parce qu'ils mettent des trucs, des produits chimiques, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est courageux de venir, alors c'est un peu humoristique, mais en pleine Beauce, parce que si vous voulez, les céréaliers beaucerons, on a le droit. Là, vous venez chez les nantis. Hein. Ce n'était pas par ignorance, monsieur. Vous savez très bien. Non, mais c'est et quand je vous dis pour moi, l'agriculture, c'est aussi la puissance française. La Beauce, c'est évidemment la puissance française, puisque c'est l'exportation de blé, de céréales dans le monde entier. Et ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un vrai problème à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus importateurs de produits alimentaires. Et monsieur a tout à fait raison, c'est monsieur qui disait l'Ukraine nous tiendra, je pense que là il y a un vrai problème géostratégique qui est absolument dramatique et que, comme d'habitude, nos élites ne voient pas. Nos élites vivent dans le monde de bisounours. Alors évidemment, pour eux, il n'y a pas de problème, l'important c'est l'échange, l'important c'est le commerce, etc. Non, l'important c'est le rapport de force géostratégique. Et la puissance, je le répète, la puissance agricole française est essentielle. Et donc je me moque des Verts, vous savez que ce sont mes adversaires privilégiés, ils me le rendent bien, vous aussi, c'est pour ça que je me moque de leurs injonctions. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut polluer à tout va, mais vous êtes encore plus responsable qu'eux et vous connaissez beaucoup mieux ce qu'il faut faire qu'eux. Donc voilà. Tourangeau, Sartois, Berrichon.
Et les percherons, veuillez m'excuser. En 2017, j'ai donné ma signature à M. Poutou au nom de la démocratie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je répète, s'il vous plaît, je vous demande de cesser. J'ai donné ma signature à M. Poutou au nom de la démocratie, car je pensais que tout le monde pouvait s'exprimer. Aujourd'hui, mon parrainage va à M. Éric Zemmour. Pourquoi? Et pourquoi pas? Parce que ses convictions sont les miennes. En constatant l'acharnement contre M. Zemmour, je n'ai pas hésité un instant à m'engager à ses côtés. M. Zemmour représente 15% des électeurs. Il serait scandaleux qu'il ne puisse pas être candidat. C'est pourquoi j'ai spontanément appelé à Paris pour proposer ma signature. Certains m'ont dit que j'étais courageux. Non! Ce n'est pas du courage. Non! Nous ne sommes pas dans une dictature de la pensée unique. On m'a dit, tu n'as pas peur pour les municipales de 2026? 2026, c'est loin, on verra. Toujours est-il que je préfère perdre avec des idées que gagner sans conviction et sans opinion. J'assume mon choix et j'ai souhaité le rendre public. Il est dommage que de nombreux maires souhaiteraient donner leur signature mais n'osent pas. Non, le temps viendra. Personnellement, je dis ouvertement et clairement un grand oui pour soutenir la campagne de M. Éric Zemmour. M. Zemmour ne joue pas la langue de bois. C'est une droite décomplexée. J'ai confiance en M. Zemmour pour défendre la ruralité. Nous sommes les oubliés du système. Pour avoir vu de près tout ce qui se passait depuis quelques semaines, remerciements à tous les organisateurs, à M. Martin, à tous les bénévoles, à tout le staff, aux forces de l'ordre. Et surtout, merci M. Éric Zemmour. Et je voudrais dire, d'ici, il ne m'entendra sûrement pas, mais ça me fait plaisir de le dire quand même, au président de la République que l'emmerdant... L'emmerdant, monsieur le président de la République, ça n'est pas un groupe de Français plutôt qu'un autre. Ça n'est pas ceux qui ne sont pas vaccinés. L'emmerdant, monsieur le président de la République, c'est En Marche. Voilà. Vous savez quoi? Pour se chauffer un peu les cordes vocales pour accueillir Eric tout à l'heure, on pourrait le chanter. Vous connaissez la chanson? L'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant. Encore? L'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant, c'est En Marche, l'emmerdant. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Je ne saurais pas dire si eux aiment la France ou pas, c'est dans leur cœur, c'est dans leur âme, et je n'y suis pas. Par chance d'ailleurs, il m'arrive de penser parfois. Mais ça n'a pas d'importance. Qu'ils nous critiquent, qu'ils perdent leur temps. Personne ne nous fera dévier de cette trajectoire que trace notre responsabilité et notre amour de notre pays.
puisque nous avons suffisamment d'amour pour notre pays, eh bien, la victoire est à notre portée. Cher monsieur le maire, cher Vincent, si je peux me permettre une petite correction par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Éric Zemmour ne représente pas 15% des électeurs français, mais 51%, bien entendu. Alors pour finir, je voudrais adresser d'ici un salut amical à Éric qui va nous rejoindre dans un instant. Lui dire le respect et l'admiration que j'ai pour son engagement. Lui dire que je mesure le poids de la responsabilité qu'il endosse. Lui dire que si nous sommes salle pleine à chaque fois pour venir lui témoigner notre soutien et aussi nos encouragements, ça n'est pas complètement par hasard. Je suis certain que cet engagement qui est le sien, ce courage qui est le sien, est également et sont également le nôtre. Vive la victoire, vive la France. Merci. Il est votre candidat pour être le prochain président de la République française. Merci d'accueillir M. Éric Zemmour. Mesdames et messieurs les élus, ah quelle belle journée, quelle région superbe. Depuis ce matin, je parcours vos villages, je rencontre ceux qui les font vivre par leur labeur, j'échange avec les élus qui défendent cette région et laissez-moi vous dire que c'est une véritable perfusion d'espoir et de bonne humeur. Car depuis le Moyen-Âge, cette grande plaine de la Beauce-Céralière a toujours été essentielle à la puissance française. Ces terres fertiles et l'ingéniosité des hommes qui les labourent ont fait de la France une grande puissance agricole et donc une grande puissance démographique. Pendant des siècles, les Français ont ainsi surpassé leurs voisins en nombre. Nous étions, disait-on à l'époque, la Chine de l'Europe. Nous étions les plus nombreux et donc, souvent, nous étions les plus forts. Napoléon disait « Dieu aime les gros bataillons ». Alors, cette puissance du nombre, nous la devons beaucoup à votre région qui a nourri tout un peuple pendant des siècles. Et aujourd'hui, plus que jamais, votre région demeure un maillon essentiel pour le rayonnement de la France dans le monde et la prospérité de nos compatriotes. Puissance, souveraineté, agriculture, vous l'aurez compris aisément, je suis venu vous parler de la ruralité française. Je suis venu vous présenter mon diagnostic, je suis venu vous présenter mes solutions, je suis venu vous présenter un avenir, faire de la campagne française un élément clé de la puissance nationale. Pas seulement de magnifiques paysages pour se ressourcer spirituellement, pas uniquement un patrimoine historique et naturel au potentiel touristique indéniable, non. Je parle aussi d'un potentiel productif et créatif. Je parle aussi de l'ingéniosité, du travail, du talent des Français qui vivent par et pour cette ruralité française et qui ont tant à apporter à la nation.
longtemps, nos élites politiques ont négligé ces territoires. Dans leur esprit, vous étiez fort encombrant dans la longue marche vers la métropolisation. Vous n'étiez pas assez intéressant pour la mondialisation. Vous n'étiez pas aussi branché, vous n'étiez pas aussi sympathique que les habitants des banlieues. Ce choix dans l'aménagement du territoire qui a été fait depuis 30 ans est une grande faute morale, politique et surtout stratégique. La France rurale a été méprisée, souvent abandonnée et toujours sous-exploitée. Ils n'ont pas voulu voir le formidable atout économique de nos territoires. Ils n'ont pas su faire de la campagne française un levier de sa puissance. Ils n'ont pas voulu préserver son art de vivre. Ils ont préféré oublier et vous oublier. Ils ont préféré abîmer ces paysages avec ces éoliennes si laides, Je vois que nous sommes d'accord. Je disais donc ces éoliennes si laides, si bruyantes et en plus si peu efficaces. Je sais bien que ces éoliennes peuvent également constituer une source de recettes fiscales pour les communes et de revenus pour les paysans. Mais je veux que les communes rurales et les paysans voient leurs dotations et leurs revenus augmenter pour ne plus avoir à céder aux sirènes des éoliennes. Essentiellement fabriqués à l'étranger, ne profitent ni au tissu industriel local, ni aux riverains qui voient le prix de leur maison baisser toujours davantage. L'intermittence du vent nous oblige d'ailleurs à rallumer des centrales à gaz, vous l'avez vu ce matin, ou à charbon, très polluant. Je mettrai donc fin à l'implantation de nouvelles éoliennes dans tout le monde. Nos dirigeants, nos élites n'ont pas voulu préserver ces monuments, ces églises, ces clochers. Combien d'édifices magnifiques ont-ils été vendus, détruits ces dernières années? Les péripéties autour de la vente de votre église de la Madeleine sont d'ailleurs très révélatrices. Je me réjouis évidemment que la mairie ait finalement choisi de faire marche arrière. Mais ouvrant la possibilité de vendre et de sacrifier ce petit morceau d'identité religieuse et locale. Des élus locaux ont démontré alors tout le mépris qu'ils avaient pour ce territoire et pour son histoire. Pourtant, la campagne française fait rêver le monde. Elle a inspiré nos meilleurs écrivains et nos plus grands peintres. Les trésors de son patrimoine historique enracinent les hommes qui vivent sur ces terres, tandis que des milliers d'agriculteurs, d'entrepreneurs, d'artisans créent, innovent discrètement, sans relâche, à l'ombre des grandes métropoles. La vie dans le monde rural est souvent difficile, je le sais. Je connais vos difficultés, vos doutes, vos épreuves. Je sais que vos territoires ont été meurtris, que vous vous sentez abandonnés, méprisés. Des décisions qui vous échappent dévitalise vos territoires. Un exemple que vous connaissez bien, la dissolution de la base aérienne décidée il y a quelques mois. C'est la 3e fermeture d'un site militaire important ici, à Châteaudun. Et évidemment, aucun ministre pour venir s'en expliquer, aucun projet sérieux pour compenser économiquement le départ de ces 1200 militaires et de leurs familles. Aucune considération pour ces territoires qui ont eu deux torts, être français et se taire.
Pourtant, la République n'est pas réservée aux grandes métropoles. Et le chef de l'État n'est pas seulement le président de son électorat urbain, même s'il semble souvent oublier qu'il faut être le président de tous les Français. Près de 22 millions de Français vivent à la campagne. Un tiers de la population qui a vu au fil des années ses services publics se raréfier, qui a vu s'éloigner ses services de santé, qui a vu parfois ses écoles fermées, qui a vu l'insécurité s'aggraver. Écoutez-moi bien attentivement. L'État, aujourd'hui, dépense 2 fois plus par habitant dans les banlieues que dans la campagne française. 2 fois plus. Quelle ingratitude, quel manque de vision, quel manque de discernement, et surtout, je crois, quelle bêtise. Alors que les premiers ne cessent de se plaindre, les seconds souffrent en silence. Alors que les premiers profitent du dynamisme économique des grandes métropoles et de l'économie parallèle, les seconds voient leur tissu économique se dévitaliser. Alors que la culture de remplacement des premiers est célébrée, les us et coutumes enracinés de notre ruralité sont méprisés. Mais trêve de misérabilisme, ce n'est pas dans votre nature. Vous êtes fiers, vous ne demandez pas qu'on vous plaigne. J'ai une conviction, les choses peuvent changer, car la campagne française a un immense potentiel. J'irai même plus loin. C'est peut-être ici, dans la ruralité, que peut se jouer la renaissance de la France grâce à ses entrepreneurs, ses artisans, ses agriculteurs enracinés dans leur territoire et créateurs de richesses. Commençons par vous libérer, car vous ne manquez pas de contraintes, c'est le moins qu'on puisse dire. Charges écrasantes imposées par l'État, qui prélève 47% de la richesse que vous créez, que nous créons tous. Un record mondial. Ajoutez à cela la difficulté pour attirer de jeunes talents, les normes de production absurdes et l'éloignement des grands centres urbains. Des centaines de milliers d'entreprises dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services, irriguent nos campagnes de leur richesse et de leur savoir-faire. La ruralité française est un diamant qui ne demande qu'à être poli. Pourquoi la France ne saurait-elle pas faire ce qu'ont fait l'Allemagne, l'Italie, qui ont su, depuis des décennies, faire de leurs zones rurales des zones de création de richesses, grâce à un tissu de petites, de moyennes entreprises qu'on laisse grandir hors des grandes villes. Le potentiel français est là, il ne demande qu'à s'exprimer. Je suis venu vous proposer un plan, une stratégie, un cap. Comme vous, j'ai une obsession, mettre fin à la spirale de déclassement. Nous voulons la réussite de la France, la prospérité des Français. Et je sais qu'en créant un terreau favorable, nos territoires ruraux peuvent être le moteur de la puissance et de la souveraineté française. Revitaliser cette campagne française, c'est assurer la promesse d'égalité sur tout le territoire national. C'est donner un second souffle à toute une partie de notre économie et c'est ranimer l'âme de la France. Le premier
ce qui a été pendant des années, voire pendant des siècles, le fleuron de la puissance française, perd de plus en plus de parts de marché à l'international. Nous perdons en puissance, nous perdons en souveraineté, nous perdons en pouvoir d'achat pour nos agriculteurs. Une triple défaite. J'ai rencontré aujourd'hui de nombreux agriculteurs et j'en reconnais ici ou là certains dans la salle. Nous avons beaucoup parlé de vos difficultés. Vous travaillez des dizaines d'heures par semaine, parfois pour un salaire de misère. Vous êtes en première ligne face aux conséquences du changement climatique, face à une mondialisation et une bureaucratie imposée par Bruxelles et surtout, j'allais dire, face à des élites parisiennes qui ne vous comprennent pas. Vive la France! 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 Voilà des décennies que nous mettons des bâtons dans les roues de nos agriculteurs et les conséquences ne se sont pas fait attendre. En 2018, hors vin et spiritueux, notre balance agricole a été déficitaire pour la première fois depuis 50 ans. Encore plus inquiétant, en 15 ans, la France est passée de la 3e à la 6e place des exportateurs agricoles du monde. À l'heure actuelle, la moitié des fruits et légumes consommés en France sont importés de l'étranger. Au regard de l'histoire et de ce qu'a été la puissance agricole française, c'est une rétrogradation insupportable. J'irai même plus loin. Pour nous, Français, c'est une véritable humiliation. La perte de notre puissance, nous la devons beaucoup à la perte de notre souveraineté. Alors, en ce 7 janvier, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour mon vieil ami Philippe Séguin. Il nous a quittés. J'aimais cet homme avec tous ses défauts, toutes ses grosses qualités, tout son sale caractère. Et voilà, je ne me remets pas de sa disparition absolument intolérable. On a pu avoir des désaccords, on a surtout des gros accords, enfin surtout sur le football. Mais je voudrais simplement, et vous l'avez fait spontanément, mais j'aimerais qu'on le refasse, que vous l'applaudissiez. Ses conseils, ses analyses et surtout ses prédictions sur la perte de notre souveraineté entamée depuis 30 ans. Je me souviens de son discours prophétique lors du débat parlementaire autour du référendum sur le traité de Maastricht. Nous avons perdu en indépendance, nous avons perdu en prospérité et à la fin, dans le domaine agricole, comme dans tous les autres, ce sont désormais les Français qui payent les pots cassés. Ceci est le constat désabusé mais lucide. Le diagnostic est sévère, le mal est profond. Mais rassurez-vous, le remède sera efficace. Pas de pays sans paysans. Ils sont le socle de notre souveraineté alimentaire, un levier de notre puissance à l'international et les gardiens de notre ruralité. Pour leur venir en aide, il faut améliorer l'attractivité de leur métier et relancer le secteur, car je veux leur permettre de vivre de leur métier. La priorité, c'est la défense de leurs revenus et de leur pouvoir d'achat. Pour cela,
je veux forcer les acheteurs à rémunérer correctement les producteurs. Première mesure, mettre fin, au nom de la concurrence, au regroupement de plusieurs enseignes de grande surface au sein de centrales d'achat communes et interdire réellement la vente de produits en dessous de leur coût de production. Ma conviction profonde, c'est que les mentalités ont évolué, que nos compatriotes sont prêts, eux aussi, à défendre une alimentation française de qualité qui permettra d'assurer des revenus décents à nos agriculteurs. Alors, pour favoriser nos productions françaises, nous imposerons la priorité au circuit court dans la restauration collective publique et notamment dans les écoles. Encore massivement nos enfants dans les cantines avec des produits importés du bout du monde quand ils peuvent venir des fermes alentours. Car faire manger aux enfants des produits de leur terroir, c'est l'assurance d'abord de produits sains, d'une découverte de saveurs plus authentiques et d'un enracinement dans leur région et dans leur paysage. Jean-Jacques Rousseau disait « On est ce qu'on mange ». Alors, pour favoriser nos agriculteurs, je veux améliorer la traçabilité des produits. Encore aujourd'hui, certains produits sont flous sur leur provenance, que ce soit pour la matière première ou le lieu de transformation. Je veux que les consommateurs puissent facilement favoriser les productions françaises. Et pour cela, nous mettrons en place ce que j'ai appelé un Patri-Score, sur le modèle du Nutri-Score, que nous rendrons obligatoire sur les écoles. Ainsi sera indiqué clairement au consommateur l'origine du produit qu'il trouvera dans les rayons de son magasin. J'en parlais il y a quelques semaines avec les acteurs du Made in France, qui plébiscitent une telle mesure. Je veux que les Français sachent enfin d'où viennent véritablement nos produits alimentaires pour pouvoir choisir en toute conscience. Vous l'avez compris, notre cap est clair. Nous voulons davantage d'agriculture française dans nos assiettes pour davantage de revenus pour les agriculteurs. Mais une exploitation agricole, j'ai pu encore m'en rendre compte aujourd'hui, ce sont d'abord et avant tout les enjeux et les difficultés d'une entreprise comme les autres, soumise à la concurrence mondiale. J'aurai le courage de protéger nos agriculteurs face à la concurrence déloyale organisée par les traités de libre-échange. Je vous donne un exemple. Nous avons fait le choix en France d'interdire la culture des OGM. On peut discuter, on en pense que l'on veut, mais en tout cas, nous avons fait ce choix en France et en Europe. Et pourtant, personne ne le sait, sauf les spécialistes, une centaine d'OGM sont autorisés aujourd'hui à l'importation et à la commercialisation, notamment pour le maïs, le colza ou le soja. Je veux donc désormais qu'on interdise toutes les importations de produits agricoles que nous n'avons pas le droit de produire en France et en Europe.
libre-échange n'est pas toujours en cause. Nos élites ont aussi le don de nous affaiblir. C'est pourquoi j'interdirai toute surtransposition, déjà rien que le nom, on a compris la catastrophe, des règles européennes. Dans notre droit, la France doit cesser de pénaliser ses agriculteurs par rapport à leurs concurrents européens. Je veux dire aussi que les baisses d'impôts et la lutte contre la bureaucratie que nous voulons mener bénéficieront aussi aux agriculteurs. En plus de l'agriculture, la ruralité connaît bien d'autres enjeux. Ce terroir a encore bien d'autres richesses. Comme je le dis depuis des mois, notre priorité économique doit être la réindustrialisation du pays, pilotée par un puissant ministère de l'Industrie. Cette réindustrialisation, ce n'est pas dans les grandes métropoles qu'elle pourra se déployer, mais bien ici, chez vous, auprès des petites et moyennes entreprises qui jalonnent la campagne française. Pour moi, les choses sont claires. Les territoires ruraux devront être en première ligne pour participer à cette reconquête industrielle. Et par un heureux hasard, l'histoire nous offre une superbe opportunité avec ce nouvel, comment l'appeler, exode urbain qui se développe depuis plusieurs années. Ah, les Parisiens qui se mettent au vert. Je savais que vous en verriez. Les néo-ruraux, comme on les appelle. On peut se moquer. On peut se moquer gentiment, un peu moins gentiment, selon les personnes. Mais on peut aussi en critiquer certains excès. Mais il n'empêche. Et on me le disait encore aujourd'hui. Pour le monde rural, c'est aussi une chance à saisir. C'est une tendance qui revitalise certains villages, qui rend de nouveau désirable cette France que l'on aime tant. C'est l'occasion de repeupler certaines régions rurales qui en ont besoin et de désengorger des métropoles saturées. Car le rebond démographique de certains de nos villages, de nos bourgs, de nos villes, peut répondre à cette concentration excessive de nos métropoles dont les habitants ne cessent de chercher à s'installer en zone rurale depuis plusieurs années. N'oublions jamais qu'une nouvelle famille qui s'installe en zone rurale, ce sont 2 nouveaux recrutements possibles pour les entreprises locales. Ce sont des enfants supplémentaires à l'école municipale et une nouvelle clientèle pour les commerces du quartier. Insuffler cette nouvelle dynamique économique, ce n'est pas uniquement venir en aide à nos territoires ruraux, c'est tout simplement dessiner la France de demain. Car ce qu'attend cette France, belle et humble, ce n'est pas la charité. Moi, je vous propose la prospérité. Première priorité pour dynamiser la campagne française. Réorienter en urgence les fonds publics destinés à la politique de la ville vers nos bourgades et nos villes. Les milliards, les dizaines de milliards déversés dans le tonneau des Danaïdes des banlieues par clientisme électoral et par crainte des émeutes seront plus utiles et mieux utilisés ici, dans la ruralité. Et rénover nos centres-villes et leur assurer une nouvelle attractivité. Car en réhabilitant les immeubles historiques, en soutenant l'implantation de petits commerces, en interdisant l'installation de grands centres commerciaux à la sortie ou à l'entrée des villes,
nous pouvons redonner vie à des milliers de bourgades qui meurent lentement et qui rendent à leurs habitants si nostalgiques. Seconde priorité, établir les mêmes infrastructures de services publics que sur le reste du territoire national. Et d'abord, on veut lutter contre les déserts médicaux. J'ai honte, vraiment j'ai honte, de savoir que certains de nos concitoyens peinent encore à se soigner. Rendez-vous compte, il existe un écart de 2 ans d'espérance de vie entre un rural c'est pas mal, un urbain et un rural. Et cette différence d'espérance de vie est précisément causée par ces déserts médicaux. C'est une injustice considérable. Et c'est une faute politique que de laisser cette situation s'installer et perdurer. Je veux le retour des gardes médicales. Je veux créer des services. Je veux le retour des gardes des médecins qui ont été supprimés de façon démagogique en 2003 par Jacques Chirac. Je veux créer des services de proximité d'urgence, de suivi, de prévention. Cela permettra à chaque Français de disposer à proximité de services essentiels, maternité, chimiothérapie, dépistage ou chirurgie dentaire. Je veux actionner le recrutement en urgence de 1000 médecins salariés par l'État. C'est ce qu'a fait le département de la Saône-et-Loire. Seront déployés dans les centres de santé communaux et départementaux au plus près des populations qui souffrent de cette absence de personnel médical. Il est inadmissible de devoir parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour se faire soigner ou pour permettre à une femme d'accoucher dans une maternité. Pour les écoles, je veux protéger davantage les écoles rurales, dont la survie d'une année sur l'autre est source d'angoisse pour les familles. Nous obligerons donc le rectorat à prendre en compte les effectifs des classes sur une moyenne de plusieurs années pour éviter les fermetures brutales de classes. Mais comme partout dans le pays, votre grande crainte, c'est l'explosion de l'insécurité en zone rurale. Je souhaite rapprocher la gendarmerie nationale de vos territoires en créant une gendarmerie de proximité. Sa feuille de route sera mise en place conjointement avec les élus locaux et ses membres pourront faire carrière dans la région, s'enraciner longuement auprès des populations pour mieux comprendre les enjeux du territoire. Une économie dynamique, un retour des services publics, voilà mes amis la ruralité française que je vous propose. Je ne vous propose pas une image d'Épinal d'une campagne bucolique figée dans le temps, ni celle de territoires moribonds voués à péricliter. Non, c'est un message d'espoir que je suis venu vous apporter. Merci. Nous pouvons et nous devons faire de la France rurale le levier du dynamisme agricole et industriel français. Et dans cette nouvelle vision globale, les maires auront un rôle clé. Voilà de trop nombreuses années qu'on les court-circuite et qu'on les prive d'exercer pleinement les pouvoirs qui doivent être les leurs au plus près de leur population.
c'est cet ancrage local que je veux restaurer en réhabilitant le statut de député-maire. Ces élus étaient capables de faire entendre à Paris la voix de leur région, de leur commune, de leur politique. Je veux revenir sur cette interdiction faite aux maires d'exercer un mandat parlementaire, car je veux que les maires ruraux soient les relais et les boussoles de l'État dans ces régions. Je veux en finir. Je veux en finir avec ces députés hors sol et déconnectés des réalités du terrain. Et surtout, je veux rendre aux municipalités leur pleine souveraineté en matière d'urbanisme en supprimant cette loi SRU qui force nos maires et enlève nos villages. Qu'est-ce que la loi SRU? Une contrainte autoritaire, inventée par la gauche et évidemment avalisée par la droite, qui impose aux villes et aux villages de France de disposer d'au moins 25% de logements sociaux. En cas de non-respect, le préfet peut intervenir et imposer des sanctions financières à la municipalité et donc à ses habitants, voire, comble de la tyrannie, prendre la main sur les permis de construire. C'est cette loi qui a concentré les difficultés liées à l'immigration. Entre 20 et 30% des demandes de logements sociaux sont faites par des étrangers. Encore une fois, les organismes HLM ne donnent pas les chiffres précis pour ne pas choquer les Français. Supprimer cette loi, c'est empêcher que demain, toute la France connaisse les difficultés de tous les quartiers. C'est empêcher que la campagne ne connaisse demain les mêmes drames que la banlieue. C'est empêcher que nos ruraux souffrent des mêmes maux que les citadins qui ont dû fuir les villes parce qu'elles étaient devenues invivables. Les Français en ont assez, les maires en ont assez. Voilà, mes amis, le panorama de la ruralité que nous voulons, la ruralité de demain. Une vision claire, favoriser enfin nos villages plutôt que les banlieues et préparer le dynamisme économique de demain au lieu de s'appesantir sur les difficultés accumulées hier. La sève de l'identité française. Et pour les préserver, il ne faut pas les mettre sous cloche, mais au contraire, leur permettre d'expliquer, d'exprimer tout leur potentiel et toute leur puissance. Se trouvent ici les Français les plus téméraires, les plus coriaces, les plus travailleurs que notre pays peut compter. J'ai une conviction. Nos villages français sont des trésors sous-estimés par nos élites parisiennes qui n'ont pas su voir, qui n'ont pas voulu voir qu'une partie des problèmes de la France trouvait leur solution dans la ruralité. Oui, la France renouera avec son destin quand elle se sera réconciliée avec ce monde rural qui a toujours été son ADN. En lui proposant une destinée à la hauteur du courage et de l'intelligence des hommes qui y vivent. Elle y arrivera en mariant la beauté de ses paysages
la douceur de son art de vivre et le génie de ceux qui y travaillent. Oui, mes amis, la reconquête a commencé. Et elle commence par ces milliers de villes et de villages abandonnés par l'État, méprisés par les médias, qui n'attendent qu'une chose, prendre leur revanche et montrer à la face du monde toute l'étendue de leur talent. Elle n'a jamais trahi, elle n'a jamais fléchi, elle demeure fièrement la garante de l'âme du pays. Soyons à la hauteur de la ruralité française, soyons à la hauteur de sa beauté, donnons-lui les moyens de réaliser son destin, produire, inventer, exporter, savourer, profiter, créer, produire, innover. C'est ce qu'elle sait faire de mieux. Donnons à la campagne française les moyens de sa liberté. La France est de retour. Vive la République et surtout, vive la France! Let's go.